l'esprit de ton site web, de l'acceptation provisoire d'une hypothèse à la croyance pleine et entière en sa vérité. On pourrait parler des crises climatiques, etc., en parlant de ces choses-là. Et Anne est directrice de l'ITE, Institut de transition environnementale. Entourée d'une communauté scientifique interdisciplinaire, elle coordonne des actions de recherche, formation et médiation scientifique liées aux enjeux environnementaux. Jérôme Favergent est physico-chimiste, professeur à l'Université technologique de Compiègne, directeur du laboratoire Robert Wall d'ingénierie mécanique et directeur de l'initiative MSTD, dont je n'oserais pas développer le nom entier. Voilà. MSTD s'occupe des systèmes technologiques et leur durabilité et cycle de vie, dont il sera aussi question aujourd'hui. Voilà. Merci. Alors, merci Abaï pour l'introduction. Donc, on va faire un exposé à deux. Je pensais que Jérôme aurait des slides et que je n'ai pas mis son nom, mais je suis désolée. Donc, on va vous parler de risque, de gestion du risque et de durabilité parce que dans l'organisation générale de l'école, ça nous a semblé des thèmes importants qui ne sont pas forcément abordés dans l'enseignement universitaire traditionnel. Et donc, c'est l'occasion d'une petite mise au point. Et en plus, c'est aussi l'occasion d'introduire à la partie un peu active pour les doctorants de l'école après cette session-là, dans laquelle on va vous demander en fait de réfléchir à des critères de durabilité. Ce matin, Sophie Sopa a parlé d'analyse de cycle de vie. C'est une idée assez proche. L'évaluation de la durabilité, c'est une activité qui ressemble beaucoup à l'analyse de cycle de vie, des matériaux, des infrastructures, si éventuellement des ensembles sociaux, des agroécosystèmes, donc des ensembles avec de l'agriculture et des gens qui habitent. Donc, tout ça, c'est le même genre d'idée et encore une fois, ce sont des pratiques existantes pour évaluer encore une fois la durabilité de ce qu'on trouve sur la planète, mais c'est assez rarement enseigné. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment une introduction à ces notions de risque, de gestion du risque et de durabilité, en commençant par trois illustrations de risques, en tout cas d'accidents ou d'événements fâcheux qui sont arrivés dans l'histoire. D'abord, un événement extrêmement célèbre, bien avant qu'on parle de crise climatique. En fait, on était encore à la sortie du petit âge glaciaire, le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 qui a énormément marqué toute l'Europe occidentale. Et en particulier, Voltaire a écrit beaucoup sur ce sujet. Le grand thème, c'était mais comment est-ce que Dieu a pu rendre ça possible? Il y a eu vraiment des centaines de milliers de morts et une des raisons majeures pour laquelle il y a eu autant de morts, bien sûr, il y a eu le séisme, il y a ensuite un tsunami, mais surtout, c'est que les maisons, les bâtiments étaient extrêmement fragiles et ne pouvaient pas du tout supporter un séisme de cette sorte. Donc, ça a non seulement surpris tout le monde, mais ça a aussi fait prendre conscience que ce que fabriquent les humains mérite d'être mieux conçu pour justement limiter les risques. Et l'idée de limiter les risques pour les humains, c'est une idée beaucoup plus ancienne que ça. Déjà, ça, c'est un exemple assez ancien. Mais c'est une idée plus ancienne parce qu'elle est liée, en fait, à la navigation commerciale, au début de la navigation commerciale. Même dans l'Antiquité, on avait des assureurs, c'est pas exactement le même système que les nôtres, bien sûr, mais qui implémentaient en quelque sorte cette idée de gestion du risque, gestion de l'accident, prévention et remboursement. Lors du tremblement de terre de Lisbonne, en fait, on a pris conscience que la gestion du risque devait passer de la marine marchande à ce qui se passe sur Terre.
Alors maintenant, je franchis les siècles, hein, n'est-ce pas? J'arrive en 84, pardon, et un accident industriel extrêmement connu, malheureusement, donc qui a fait également plusieurs dizaines de milliers de morts au centre de l'Inde, à Bhopal. L'explosion d'une usine de pesticides qui a énormément marqué les esprits. C'est un exemple d'accident absolument dramatique parce que 10, 15, 20 ans après, il y avait encore des traces de cet accident, de cette catastrophe. C'est parmi les accidents, les risques qu'on cherche à éviter quand on fait de la gestion du risque. Et depuis les normes, vous verrez que la gestion du risque, c'est beaucoup une affaire de normes, de droits, de réglementation. Les normes ont énormément changé, de sorte que cet accident-là, un accident de ce type, est quand même sans doute impossible aujourd'hui, encore que vous allez voir la suite. Bon, évidemment, c'était difficile de ne pas parler de Fukushima. Et non, dans Fukushima, je vous rappelle, il y a deux composantes. Il y a un tsunami qui a tué énormément de gens et qui a aussi détruit énormément de bâtiments d'habitation, d'infrastructures, etc. Et parmi ces infrastructures, il y avait cette centrale nucléaire, dont on voit là des pompiers qui essaient de sauver ce qu'ils peuvent. Donc, Fukushima est resté comme un accident nucléaire et comme, comment dire, un des exemples qu'on craint, parmi les accidents industriels, un de ceux qu'on craint le plus, l'accident nucléaire, même si celui-ci, finalement, a eu, en tant qu'accident nucléaire, pas en tant que tsunami, ça a eu relativement peu d'impact humain. L'impact sur la biodiversité, l'impact sur la perception de l'énergie nucléaire a été énorme, mais l'impact humain a été relativement faible. En tout cas, ça fait aussi partie des exemples d'accidents qu'on cherche à éviter dans la gestion du risque. Et exactement comme ce que j'ai dit pour le tremblement de terre de Lisbonne, où on a reconstruit des maisons de façon assez différente, et aussi pour Bhopal, après quoi les normes, la réglementation pour la prévention du risque industriel, en particulier dans l'industrie chimique, ça a considérablement évolué, et exactement de la même façon. Après les différents accidents nucléaires les plus marquants, Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima, les normes de sûreté nucléaire se sont énormément transformées, et en fait, on est dans un pays, en France, où ces transformations ont eu plein d'impacts en cascade. Maintenant, je donne la parole à Jérôme pour un autre exemple qui concerne davantage les matériaux. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai choisi un autre exemple qui, je pense, est moins connu que les trois précédents, qui néanmoins touche le monde des matériaux, puisque c'est un accident qui est arrivé dans une unité de production de bauxite en Hongrie. Donc, la bauxite étant le minerai que l'on traite, en fait, pour ensuite obtenir de l'aluminium par électrolyse. Et donc là, il y a eu une rupture, en fait, sur un bac de décantation de boue rouge, les boue rouge étant un sous-produit du traitement de la bauxite, qui a en fait envahi une quinzaine de villages à l'époque, fait un certain nombre de morts, moins que les catastrophes qu'a citées Anouk, mais qui néanmoins a laissé dans la région quelque chose d'assez grave, hein, puisque ces boues rouges en fait sont ultra chargées en fluor, sont ultra chargées en termes de niveau d'acidité. Et on voit en fait, hein, notamment sur les photos des arbres là, qu'on a vraiment eu un torrent de boue qui a inondé une grande région, parce que c'est 700 000 mètres cubes, hein, qui ont été déversés dans la nature, avec des effets en fait à long terme qui sont toujours présents aujourd'hui. Alors, vous voyez ces exemples-là, ils montrent plusieurs choses. D'abord, et heureusement, ce sont des accidents rares. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'en souvient aussi, parce que ça n'arrive pas tous les jours, et encore une fois, heureusement. Deuxièmement, la plupart de ces accidents ont des répercussions à la fois sur les écosystèmes, et donc la photo de droite le montre, sur en fait
comment dire, la nature à la fois plus ou moins sauvage, cette forêt me paraît moyennement sauvage, mais et la nature agricole, en fait, les cultures agricoles. Donc, les effets de ces catastrophes sont énormes donc, sur les écosystèmes, dont les agro-écosystèmes, l'agriculture, mais aussi sur les infrastructures humaines, enfin les infrastructures construites par les humains, et donc sur la vie quotidienne des régions impactées. Donc, quand on parle de gestion des risques, disons, dans les temps anciens, on se focalisait sur la prévention des risques pour les humains et éventuellement les infrastructures, en particulier les habitations. De plus en plus, on cherche à éviter aussi les risques pour tout ce qui entoure les humains. Donc, les bâtiments, les infrastructures, y compris infrastructures de transport, évidemment, mais aussi tout le reste. Donc, les écosystèmes, les agro-écosystèmes, etc. Et cette extension de la notion de risque, elle s'est encore augmentée avec la prise en compte des risques climatiques. Mais avant de vous parler des risques climatiques, je voudrais vous rappeler que la notion de risque, elle est incroyablement polysémique et ça ne dépend pas des langues. Là, je vous donne l'exemple. Je vous donne des exemples, des définitions en français, mais c'est vrai dans toutes les langues où on a la notion de risque. Et en fait, le risque, ça peut vouloir dire des choses un peu différentes, pas foncièrement différentes, mais un peu différentes. Et selon les communautés scientifiques dans lesquelles on est, ou les communautés d'ingénieurs, parce qu'une partie de la gestion du risque est prise en charge par des ingénieurs, eh bien, la notion de risque ne va pas avoir exactement la même définition. Donc là, j'ai mis une certaine... j'ai agencé les définitions de façon un peu graduée. La première, c'est la définition un peu fondamentale et les autres s'accrochent à cette définition. Donc, un risque, c'est un événement non souhaité. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent au pire de catastrophes ou d'événements indésirables, d'événements non souhaités qui peut se produire, mais pas forcément. Et c'est pour ça, c'est parce que c'est pas sûr qu'ils se produisent qu'on cherche à éviter qu'ils se produisent, parce que justement, il n'est pas souhaité. Donc ça, c'est une définition très, très générale des risques. Et encore une fois, selon les communautés, selon les risques auxquels dont on parle, on va avoir des définitions plus ou moins précises ou plus ou moins restreintes. Mais parfois, ce qu'on entend par risque, c'est la cause d'un événement comme ça, d'un événement qu'on ne souhaite pas, qui peut ou ne pas se produire. Par exemple, quand on dit que la consommation de tabac, c'est un risque majeur pour la santé des humains, là, on parle de la cause. La consommation de tabac, c'est la cause des problèmes de santé. Mais on met à la fois la cause et l'effet dans la notion de risque. D'accord? Et ça, c'est dans le langage courant et aussi dans le langage médical, parce que quand on parle de facteurs de risque, par exemple, quand on a une prédisposition génétique à tel ou tel cancer, c'est un facteur de risque, ou une hypertension artérielle. Là, c'est pareil, c'est plutôt la cause. On met le risque qui est l'accident, le risque au sens de la première définition, c'est l'accident cardiovasculaire, et le facteur de risque, en fait, la cause du risque. Et tout ça est un peu mélangé dans les définitions. Parfois, quand on est dans des disciplines un peu sophistiquées où on peut quantifier le risque, ça arrive, pas toujours, mais ça arrive, eh bien, on va appeler risque la probabilité que l'événement arrive. Comme je vous l'ai dit, un risque, c'est un événement dont on n'a pas envie qu'il arrive, mais il peut arriver quand même. Et donc, quand on arrive à quantifier la survenue de cet événement, on appelle risque la probabilité de la survenue de l'événement. Et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'il y a une autre définition qui est couramment employée qui est différente. Parfois, on appelle risque pas la probabilité que l'événement se produise, que la catastrophe, par exemple, se produise, mais on va appeler risque la probabilité fois l'impact, en quelque sorte. L'espérance mathématique
de la... Oui, je suis désolée, il manque un morceau dans le 4e point, c'est espérance fois impact. Excusez-moi, je ne me suis pas assez relue. Et là, en fait, on va essayer de quantifier la gravité des dommages causés par l'événement. Ça s'appelle aussi risque. Et alors, quand on parle maintenant de gestion du risque, la gestion du risque, c'est tous les moyens humains d'organisation et de surveillance qui sont consacrés justement à éviter la survenue d'un événement non souhaité. Et une des théories un peu fondamentales qui informe, qui permet d'avancer un peu dans la gestion du risque, c'est donc la théorie de la décision. Et donc, qui permet de calculer les effets en fait des différentes décisions qu'on peut prendre étant donné l'impact qu'elles ont, les effets qu'elles ont sur le monde. Et quand on se place dans cette perspective théorique-là, en fait, on parle de décisions en conditions de risque. Vous avez peut-être entendu parler de la notion de décision sous conditions d'incertitude. On parle aussi de décision sous conditions de risque. Et là, il y a une opposition traditionnelle dans ce domaine-là entre risque et incertitude, qui n'est pas toujours très claire. Décision, mais c'est un peu conventionnel et encore une fois, les usages varient. Donc, ce n'est pas la peine forcément de retenir telle ou telle définition parce que, encore une fois, selon la communauté dans laquelle on est, les usages varient énormément. Donc, parfois, on dit décision sous condition d'incertitude quand la probabilité n'est pas connue et décision sous risque quand la probabilité d'occurrence est connue. Mais encore une fois, ça dépend des disciplines, grosso modo. En tout cas, vous voyez, la notion de risque, elle est, encore une fois, assez polysémique. Il y a un cœur qui est la première définition, et puis, plus on arrive à quantifier la probabilité et les impacts, plus la définition peut s'enrichir. Alors, donc, comme je l'ai dit, ce qu'on appelle gestion du risque, c'est l'ensemble des mesures concernant ce sur quoi on peut agir, donc à la fois les humains et ce sur quoi ils peuvent agir, donc les infrastructures, les bâtiments, les mesures au sens physique, measurement, pas mesure à prendre, pas mesure, pas précaution. Donc, la gestion du risque, c'est l'ensemble des mesures donc, qui sont prises avec un S plutôt, pour éviter que l'événement non souhaité se produise. Alors, comme je l'ai déjà dit, c'est pour beaucoup une affaire d'ingénieurs, parce qu'il y a des ingénieurs spécialisés dans la sécurité, la gestion du risque, la prévention des catastrophes, etc. Et on voit selon les domaines, ça peut être extrêmement spécialisé. C'est aussi une affaire de juriste, parce que la gestion du risque, c'est une affaire, comme je l'ai dit, de réglementation, de loi, mais aussi d'application des réglementations, ce qui est une affaire assez différente, parce que ce sont les juristes informés éventuellement par des ingénieurs et des scientifiques qui écrivent les réglementations, mais après, pour que les réglementations aient quelque efficacité que ce soit, il faut qu'il y ait des gens sur le terrain qui les mettent en œuvre. Et ça, c'est plus des juristes, c'est des gens qui sont sur le terrain. Donc, la gestion du risque, c'est une affaire d'ingénieur, une affaire de juriste, mais pas seulement. Parce que, et là c'est important, et c'est, comment dire, le message principal pour cette école, pour que les ingénieurs et pour que les juristes puissent faire leur travail de prévention des risques, il faut des connaissances. Et il faut que les connaissances soient mises à jour. Parce que, comme vous le savez, les connaissances scientifiques, la notion de connaissance scientifique, ce n'est pas quelque chose de statique qui est là une fois pour toutes. C'est quelque chose qui se transforme énormément. Et c'est pour ça que, pour une gestion du risque, comment dire, bien faite, c'est extrêmement important de prendre en compte l'évolution des connaissances scientifiques. Et ça, c'est une affaire pas exclusivement d'ingénieurs, pas du tout de juristes, c'est l'affaire des producteurs de la connaissance.
donc des chercheurs. Alors, maintenant, si je passe aux risques qui sont dus aux changements globaux et en particulier au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité. Donc, ce sont, en plus des autres qui étaient illustrés par les exemples d'avant, les risques dus aux changements globaux sont ceux qui sont les plus, les plus brûlants actuellement. Et l'exposé de Sophie Zopa a bien montré que les changements globaux, donc elle a surtout parlé de l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre et à la surface des océans, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'érosion de la biodiversité et d'autres aspects encore. Ces changements-là augmentent les probabilités d'occurrence des accidents. Ça, c'est, ça augmente pas forcément beaucoup pour le moment, mais il suffit de quelques centièmes pour que déjà ça soit inquiétant. Donc ça, c'est un premier effet des changements globaux sur les risques, en particulier les risques industriels, mais plus généralement l'ensemble des risques, c'est que la probabilité d'occurrence augmente. Et la sévérité des impacts sur les humains, les infrastructures, les écosystèmes augmente aussi. Pourquoi? Parce que s'il fait plus 4 degrés en moyenne en France, les écosystèmes vont être carrément fragilisés, voire disparaître pour certains. En plein été, et là on a de la chance aujourd'hui, parce que dans la préparation de l'école, je disais, ah là là, projetez-vous, il va faire 35 degrés, ça va être horrible. Bon, là, on a de la chance, mais évidemment, quand il fait très, très chaud, les organismes, en particulier humains, mais pas seulement, sont également fragilisés. Donc, un accident par-dessus, encore une fois, l'impact, la sévérité est encore plus grand. Donc, quand la température augmente, donc l'impact des accidents augmente, la sévérité des impacts augmente, et aussi, en raison des changements globaux, ce qui augmente aussi, c'est le risque d'inondation, qui est en soi un risque d'accident industriel. En particulier, vous avez un certain nombre de raffineries et aussi de centrales nucléaires, enfin, moins en France, mais un petit peu quand même, qui sont en région côtière. Et la submersion d'une raffinerie, c'est vraiment une énorme catastrophe, à la fois humaine en général, industrielle, humaine, pour les écosystèmes et pour les transports, pour l'économie, c'est pour les emplois, enfin pour énormément de choses. Et en fait, les risques associés aux changements globaux, encore une fois, ce n'est pas forcément des risques nouveaux spécifiques, c'est que la probabilité des risques déjà connus augmente et leur impact augmente aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est, le sujet de la gestion des risques prend un sens assez, de plus en plus, de plus en plus important aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte de changements globaux qu'on met de plus en plus en avant la notion de durabilité. Augmenter la durabilité des matériaux, des infrastructures, des systèmes de production en général, c'est un moyen très, très en amont de faire de la gestion du risque. C'est en général pas conçu comme ça, mais ça peut être aussi vu comme ça. En tout cas, c'est des notions qui sont assez liées. Donc, la durabilité, j'ai donné une définition très large, comme celle de risque, juste parce que, encore une fois, je pense que c'est des notions qui ne font pas l'objet d'une discipline particulière, donc qui sont rarement transmises systématiquement dans l'enseignement, mais, et surtout, et ça c'est vraiment très important, cette notion de durabilité ou de soutenabilité, ces notions-là, elles ont des sens un peu différents selon les communautés scientifiques. Mais il ne faut pas s'inquiéter pour autant, il ne faut pas jouer une définition contre l'autre. Il y a une idée commune qui est que
la durabilité, c'est un ensemble de propriétés, donc soit d'un matériau, d'un ensemble de matériaux, d'une infrastructure, ça peut être d'un écosystème qui rend cette chose-là apte à résister au temps. Au début, je m'étais dit que j'allais mettre comme exemple les bars HLM du 93, donc de la banlieue nord de Paris, qu'on a détruite à grands coups de masse là qu'on lançait dessus. Ça faisait énormément de poussière. Donc ça, c'est typiquement des matériaux, avec beaucoup de béton d'ailleurs. Enfin, c'était conçu avec beaucoup de béton. C'est typiquement des matériaux qui, en tant que matériaux, sont assez durables, mais ces bars HLM-là, la raison pour laquelle on a éprouvé le besoin de les détruire, c'est parce que socialement et économiquement, ça n'était pas durable. Et là, on voit que dans la notion de durabilité ou de soutenabilité qui sont utilisées aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de résister au temps. Il s'agit aussi de limiter les risques de ces événements non souhaitables. Et là, c'est le cœur de ce que je veux vous dire. Ces événements non souhaitables, dans la période de changement globaux dans laquelle on est, ils sont à envisager pas branche par branche. On ne doit pas dire « ouais, le béton, c'est super solide » ou « l'acier trempé, c'est super solide, donc ça résiste au temps ». Oui, mais alors, les bars HLM, c'est du D4000 à la Courneuve, ça résiste au temps, mais ça fait précisément partie du problème que ça résiste au temps, parce que socialement, c'est inhumain de continuer d'habiter dans ce genre d'endroit. Donc, les risques d'événements non souhaitables sont à envisager, encore une fois, d'un point de vue global, avec toutes leurs dimensions. Donc, de plus en plus, la notion de durabilité, elle est envisagée pour ce qui concerne les matériaux. Alors, pour les écosystèmes, c'est un peu différent parce qu'un écosystème, ce n'est pas statique. Ça évolue tout le temps. C'est des problématiques un peu différentes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que la résistance au temps, c'est un seul aspect. Dans la notion moderne, j'allais dire, de durabilité, il y a aussi le souci des générations futures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va essayer de ne plus construire des habitations qu'on va devoir détruire 40 ou 50 ans après. On essaye, pas sûr que ça marche, mais on essaye. Donc, souci des générations. Dans la notion de durabilité, on inclut aujourd'hui non seulement la résistance au temps, je répète, j'insiste, mais aussi le souci des générations futures, le souci des ressources naturelles, essayer d'extraire le moins possible, le souci du climat, et ça, c'est vraiment, c'était le sens de l'exposé de Sophie Zopa ce matin, et le souci de la biodiversité, pour éviter justement le type de catastrophe dont on vous a montré des exemples juste avant. Alors certes, dans la notion de durabilité, il y a des notions plus habituelles en physique, en chimie, dans les sciences des matériaux. On peut inclure le souci de l'optimisation, en particulier l'optimisation des procédés, l'efficacité énergétique, la recyclabilité, autant de notions qui sont, déjà dans les mœurs en quelque sorte, mais encore une fois, ça va avec la ligne précédente. La dimension globale de la notion de durabilité, elle ne se réduit pas à l'efficacité énergétique, par exemple, ou elle ne se réduit pas à la recyclabilité. Parce que si vous avez une chaîne de production dans laquelle n'entrent que des choses recyclées, mais que, par exemple, vous faites travailler des enfants, cette génération-là, elle va être monstrueusement impactée. Et du coup, vous n'avez pas à la cocher, en quelque sorte, la case souci des générations futures. Donc, ça ne va pas être extrêmement satisfaisant, même si vous faites du recyclage et même si vous n'allez pas puiser de nouvelles ressources naturelles. Donc, je répète, la notion de durabilité, il faut l'envisager d'un point de vue global et donc prendre en compte la complexité des situations, des infrastructures, des systèmes de production. Il faut prendre en compte les dimensions physiques, chimiques évidemment, mais aussi écologiques, donc prise en compte des écosystèmes environnants, dimensions économiques, sociales,
politique, mais aussi géopolitique. Et ça, c'est extrêmement important. Dans le cadre d'un changement global dont je n'ai pas encore parlé, qui est le changement du numérique. Parfois, dans les changements globaux, on parle aussi de digitalisation, de numérisation. Et comme vous le savez, pour ce changement global-là, il faut pas mal de ressources, à la fois en terres rares, minéraux de toutes sortes, mais aussi en énergie. Et ces aspects-là ont des dimensions géopolitiques énormes et même avant la guerre en Ukraine, il y avait des dimensions géopolitiques extrêmement importantes. Maintenant, c'est facile de prendre l'exemple de la guerre, mais la dimension géopolitique de la notion de durabilité, elle existait déjà bien avant. Donc, non seulement il faut prendre, pour concevoir la notion de durabilité, il faut prendre en compte toutes ces dimensions-là, et la situation se complique quand on réalise que ces différentes dimensions interagissent. C'est-à-dire que parfois, vous allez optimiser, par exemple, vous allez réduire votre pollution chimique, mais alors ça va vous coûter plein d'énergie. Ou alors, vous allez pouvoir recycler plein de choses, mais ça va être à l'autre bout du monde, donc vous avez des coûts en transport. C'est pour ça que la plupart du temps, l'évaluation de la durabilité, ce qu'on va vous demander de faire pour les doctorants, c'est une affaire un peu de compromis. Il faut arriver à prendre en compte l'effet de telles mesures, par exemple d'économie d'énergie ou d'économie en autres ressources, sur d'autres aspects. Par exemple, les gens qui travaillent, les gens qui vivent autour, le transport, etc. Et une difficulté majeure, c'est d'arriver à définir des priorités qui soient acceptables pour tout le monde. Alors, dans les pays démocratiques, cette dimension d'acceptabilité est absolument cruciale. Ce matin, Sophie Zopa disait on peut faire des petits gestes, on peut trier, on peut couper l'eau sous la douche, tout ce qu'on veut, mais quand même, l'essentiel de la solution va passer par des politiques publiques. Oui, mais dans la notion de politique publique, il y a quelque chose qui est assez proche de la notion de durabilité, il y a la notion d'acceptabilité, il y a la notion, il faut que les politiques décidées emportent l'adhésion des gens. Sinon, ça ne marche pas. Vous savez peut-être, et je terminerai là-dessus, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec les matériaux, mais c'est un exemple pour vous faire réfléchir sur l'évaluation de la durabilité de façon globale, encore une fois. Les économistes, il y a un quasi-consensus là-dessus, considèrent qu'une mesure extrêmement efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est une taxe carbone. Donc, faire payer les gens qui consomment des énergies fossiles. En France, souvenez-vous, en 2018, on a essayé. Ça n'a pas complètement marché parce que cette mesure-là n'avait pas été absolument bien conçue du point de vue de l'adhésion de la population. Et c'est malheureusement souvent le cas. Et donc, une politique publique, oui, mais dans politique publique, il y a aussi les populations, en tout cas dans les États démocratiques, sont des parties prenantes. Et j'insiste là-dessus parce que, encore une fois, dans la notion de durabilité, il y a aussi des gens. Il y a aussi les gens qui travaillent, que ce soit en France, ici, ou que ce soit ailleurs dans le monde. Et ça, ça entre aussi en considération dans l'évaluation de la durabilité. Je vous remercie pour votre attention et je donne la parole à Guillaume. Merci Anouk. Tu as déjà dit beaucoup de choses sur la durabilité, donc ça va être difficile de compléter davantage. Moi, je voulais revenir sur une notion importante. Alors Anouk l'a bien dit, durabilité, en fait, c'est un terme qui, selon les domaines dans lesquels on se situe, n'a pas tout à fait le même sens.
Là, Anouk nous en donne une définition englobante, on va dire, qui reprend sans doute l'ensemble des définitions de l'ensemble des communautés. Mais il y a un point particulier qui est le premier en fait qui a été écrit, qui est de dire à la base en fait la durabilité, c'est la durée pendant laquelle, on peut garder confiance dans, par exemple, un matériau, une infrastructure, c'est-à-dire un objet qui a une fonction avec des propriétés, des modes de fonctionnement, et tant que tout ça fonctionne et remplit correctement sa fonction, on peut dire qu'on est dans le domaine de durabilité de ce système, de cet élément. Et puis au moment où on commence à dégrader le rendu de notre matériau, de notre système, de ce qu'on veut, eh bien à ce moment-là, on a quitté le domaine de durabilité de cet objet. La problématique, notamment si on la ramène au matériau lui-même, c'est qu'un matériau, très souvent, il est conçu à partir de ressources naturelles. Voilà, un minerai, parfois, notamment, ça peut être du pétrole, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être du bois, parce qu'on a une très belle exposition ce matin sur le bois. Et cet élément naturel, lui, il a mis un certain temps à se constituer. Et la problématique que l'on a aujourd'hui, notamment dans le domaine des matériaux, c'est que dans la plupart des cas, les matériaux que nous on utilise ont une durée de vie, une durée d'utilisation, je vais l'appeler comme ça, qui est inférieure à la durée nécessaire pour générer la ressource naturelle qui nous a permis de l'obtenir. Et donc, c'est là, on va dire, que ça relie notamment ce qu'on a entendu ce matin, avec, depuis les années 50, en fait, une production industrielle et une demande en matière, en ressources qui est de plus en plus importante. Et finalement, la nature qui nous entoure, on habite, qui n'est pas capable finalement de faire face à cette demande. La problématique est là. Alors, les solutions qu'on peut éventuellement envisager, je pense qu'elles vont être abordées dans la semaine, c'est le recyclage notamment, c'est la réutilisation, c'est la valorisation, toutes ces notions qui font qu'un matériau, une fois qu'il a eu une première vie, on pourrait éventuellement lui en redonner une seconde, mais avec néanmoins un certain nombre de problématiques. Je pense que ce sera abordé demain matin. Moi, c'est une problématique sur laquelle je travaille beaucoup, qui est la problématique de l'acier. L'acier est un matériau recyclable, aujourd'hui on sait recycler de l'acier. Néanmoins, l'acier est aussi, quand il est utilisé à bon escient, un matériau durable. Durable dans le sens où il va durer longtemps. Et donc, il y a une problématique qui est que la demande aujourd'hui en acier est largement supérieure à la quantité d'acier qui passe dans les systèmes de recyclage. Et en fait, alors qu'on pense que parce que c'est recyclable, ça devient finalement une solution au problème que l'on a, en fait, pas du tout. Parce qu'on extrait de plus en plus de minerais, malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, notre demande est largement plus croissante que notre capacité à reprendre des matériaux et les réintégrer dans un nouveau cycle de vie. Et donc ça, c'est une problématique en fait sur laquelle on aura du mal finalement à trouver une solution tant qu'on n'aura pas également revu peut-être nos modes d'utilisation, mais également qu'on n'aura pas revu finalement une baisse de notre demande de nos besoins. La deuxième notion sur laquelle je voulais revenir, qui a également été déjà citée, et plus pour revenir un peu aux exercices qui vont être demandés dans la semaine, c'est qu'en fait, quand on regarde un problème de durabilité, on a souvent tendance à le regarder sous un périmètre fermé et parfois trop restreint, sans forcément se soucier de tout ce qui peut se passer à côté, de toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, Anouk a déjà cité cette problématique. Et ce qu'on attend dans la semaine, justement, c'est sur les sujets que vous aurez à traiter. Je parle surtout aux doctorants ici. C'est justement d'essayer de globaliser la vision, de ne pas forcément s'arrêter justement là où les exposés vous en ont. Alors, je vais prendre un exemple. Un exemple que vous connaissez. Alors, je ne vais pas vous apprendre sans doute grand-chose avec cet exemple. C'est l'exemple de l'hydrogène. L'hydrogène, on en entend beaucoup parler depuis quelques temps, notamment en France, puisque parmi les politiques qui ont
ont été choisis au niveau de notre pays, c'est d'utiliser l'hydrogène comme un vecteur énergétique. C'est-à-dire, en fait, une molécule, finalement, qui est la molécule hydrogène, on va être capable de créer en dépensant de l'énergie pour stocker l'énergie, la transporter et la restituer à l'endroit où on souhaite la restituer. Alors, pourquoi on s'intéresse à ça comme un des leviers de décarbonation? Eh bien, parce que quand on utilise l'hydrogène comme vecteur énergétique, on va finalement, alors, soit passer par des piles à combustible, ça nous sera présenté, je crois, jeudi, ce système-là, soit on va brûler l'hydrogène, mais dans tous les cas, ce qu'on va produire, c'est de l'eau. Quelque chose, finalement, qui est relativement propre en termes de produits. Et puis, à la source, en fait, pour obtenir l'hydrogène, alors il y a plusieurs sources possibles, hein, mais une des sources qui se développe beaucoup et qui est un peu l'idée des politiques françaises, c'est de dire on va utiliser l'eau. On va utiliser l'eau, on va produire de l'hydrogène avec l'oxygène en sous-produit, on va transporter cet hydrogène, et puis cet hydrogène, on va restituer une partie de l'énergie qu'il a emmagasinée, et on va produire de l'eau. Donc un cycle qui est relativement propre. Donc dit comme ça, on va dire c'est presque idéal. Presque idéal à quand même quelques limites près. Première limite, on a des rendements énergétiques qui sont à aujourd'hui, je dirais, par rapport à ce qu'on est capable de faire, très faibles. Rendement énergétique de manière globale, si on prend toute la chaîne de la production à la consommation, c'est environ 30-35% de rendement énergétique. Ça veut dire qu'il faut consommer 100 kW pour produire à la fin 35 kW. C'est quand même relativement perdant si on regarde quand même globalement tout ça. Deuxième problème, c'est que ce cycle de l'hydrogène est vertueux si tout ce qu'on amène par ailleurs est décarboné. Si ce qu'on amène par ailleurs est carboné, en fait, il n'y a aucun gain, aucun intérêt. Ça veut dire qu'il faut avoir des sources d'énergie décarbonées en amont. Tant qu'on n'aura pas de source complètement décarbonée et qu'on ne sera pas assuré de la décarbonation d'une source d'énergie, l'hydrogène, finalement, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, ça veut juste dire que ce ne sera pas vertueux, ça ne pourra pas être vertueux à cause des sources d'énergie primaires. Deuxième problématique, c'est que pour produire l'hydrogène, si on veut aussi être dans un cycle vertueux de décarbonation, il faut partir de l'eau. On prend de l'eau, on fait une électrolyse, on produit de l'hydrogène. L'eau, on va en consommer énormément pour faire ça. Aujourd'hui, enfin, je pense qu'en ce moment, on est quand même relativement au courant, on a un petit peu de pénurie quand même d'eau, globalement dans le monde, et puis notamment la France actuellement est touchée par cela. Et on peut quand même se demander si chercher à produire des quantités pharaoniques d'hydrogène à partir d'eau est quelque chose qui est souhaitable, hein, et ne va pas finalement créer d'autres crises, qui serait une crise de l'eau, peut-être, qui serait une crise de l'eau au-delà de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, alors, pour la France en tout cas, l'eau, on se bat en gros entre les agriculteurs, voilà, qui ont besoin d'eau pour arroser les champs et produire ce qu'ils ont à produire, et puis une utilisation de l'eau, notamment, j'en parlais avec quelqu'un, pour faire de la neige l'hiver quand il fait un petit peu trop chaud. Donc il y a des bagarres actuellement sur l'eau de ce type-là dans certaines régions françaises. Si demain on produit massivement d'hydrogène, clairement, ça sera est-ce qu'on produit d'hydrogène ou est-ce qu'on arrose les cultures? Quel choix faudra faire? Moi, j'ai ma propre réponse, mais ça fait partie des problématiques. La problématique, donc ça c'est pour la source d'eau, la source d'hydrogène, on va dire. Et puis pour la source d'énergie, donc énergie décarbonée, là aussi, avec 35% de rendement, il faut essayer de se rendre compte de ce que ça veut dire en termes de consommation énergétique pour réussir à rentrer complètement l'hydrogène vert dans le mix énergétique français. C'est quelque chose qui va être énorme, sachant qu'à côté, on développe les véhicules électriques. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, dans tout ce qui est engin de chantier, aujourd'hui, on met aussi de l'énergie électrique à la place du fuel, typiquement. Dans l'industrie, de manière très large, pour toujours permettre aux industries de décarboner, eh bien, on rajoute de la motorisation électrique avec souvent des mix électriques
hydraulique. Et en fait, tout ça montre qu'on est en train, pour une bonne raison à la base, il y a la décarbonation, de mettre de l'électrique partout, sauf qu'à un moment donné, on ne sera jamais en capacité d'alimenter la totalité de ces systèmes. Donc on voit bien, je suis parti d'un exemple qui est le cycle hydrogène, qui est un cycle a priori vertueux, hein, mais on voit bien qu'avec toutes les entrées-sorties qu'il peut y avoir, en fait, rapidement, ce cycle peut s'avérer non vertueux et voire non souhaitable. Donc, ce qu'on attend cette semaine, c'est ça, hein, c'est d'essayer de regarder un petit peu toutes les antennes qu'il peut y avoir sur les différents sujets et pas s'arrêter en fait à un périmètre fermé qui serait trop restreint pour construire une opinion, je pense. Je vais peut-être prendre un autre exemple, parce que c'est un autre exemple qui du coup touche aussi à la partie humaine et qui est également une dimension extrêmement importante, évidemment. Alors, c'est un exemple que j'ai parce que j'ai fait une conférence la semaine dernière dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, les industriels de la santé, ceux qui vendent les seringues, tous les outils chirurgicaux, etc., se posent beaucoup de questions, en fait, de la manière dont leur domaine pourrait apporter quelque chose par rapport aux enjeux environnementaux, notamment par rapport aux questions de durabilité. Alors, une des problématiques pour eux, c'est l'emballage de tous les outils chirurgicaux non réutilisables qu'ils manipulent régulièrement. Aujourd'hui, la majorité de ces emballages sont des emballages plastiques non réutilisables. Et en fait, il y a eu une étude assez récente au Canada qui a montré que ces déchets plastiques provenant du monde médical, de la santé de manière générale, représentent quasiment 5% en fait, des déchets plastiques mondiaux, ce qui est finalement assez énorme si on y réfléchit. Et en fait, la problématique, notamment côté médecin, c'est de dire, bon, d'accord, effectivement, il faudrait sans doute régler ce problème-là, c'est éviter d'avoir des déchets jetables qui, derrière, en fait, vont aller polluer l'environnement et justement, étant trop durables dans le temps, ne se détruisent pas suffisamment rapidement, naturellement. Il faut faire ça, peut-être, sans doute. Mais ensuite, comment va-t-on faire également pour assurer d'avoir, quand on les déballe, des outils qui ne véhiculent pas un virus, une bactérie ou quelque chose comme ça? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas assurer complètement une décontamination parfaite d'un certain nombre d'outils si on n'est pas passé par des cycles de traitement assez spécifiques où les garanties sont prises finalement par des industriels, mais qui centralisent complètement le travail. Et donc, on serait incapable, en fait, localement, sur un hôpital, par exemple, d'assurer complètement l'absence de bactéries sur un certain nombre d'outils. Donc, est-ce que finalement, on doit, nous, en tant que patients éventuels, accepter qu'un outil ait subi une décontamination potentiellement insuffisante qui pourrait nous générer une maladie supplémentaire, on va dire, parce que a priori, si on va se faire opérer, c'est déjà un petit problème. Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque, justement, ces choses-là, avec des probabilités qui, malgré tout, seraient extrêmement basses, très probablement, ou souhaite-t-on maintenir les circuits de décontamination actuels avec les problématiques de contribution à la pollution que l'on connaît? Voilà, donc ça, c'est un choix qu'il y a à faire et qui n'est peut-être pas si simple que ça à régler. Voilà, je vais m'arrêter là. Eh bien, merci à et à Jérôme pour nous avoir montré que c'est plus compliqué que ça, risque et durabilité. Alors, je ne sais pas comment vous voulez procéder des questions, vous voulez faire, peut-être qu'il y a des questions, sinon vous pouvez enchaîner sur l'exemple. Oui.
Moi, je veux rebondir sur des choses que vous avez dit là, que vous avez bien pensé aux étudiants, mais vous avez tout le travail permanent, au contraire, niveau industriel, ou fondamental, ou quoi, parce que les étudiants sont vraiment en discussion avec Français. Donc, peut-être même un bon étudiant qui permanent, on ne fait pas trop. Voilà, ça serait vraiment bien que les permanents puissent assister à ces ateliers. Et puis, dans ce que vous avez dit, je me retiens quand même peut-être à la théorie de l'ensemble en disant que l'économie circulaire, finalement, est complètement englobée dans la durabilité. Mais l'économie circulaire, pour qu'elle fonctionne bien, de ce que je viens de dire par exemple de la civilisation habitable, ça veut dire la formation aussi de gens qui vont être capables de produire, de récupérer, de transformer les matériaux, quels qu'ils soient, et pour qu'on ait confiance, politiquement, on accepte tout ça. Donc, un peu d'idée. Ouais, j'ai pas de réponse à cette question-là, mais c'est sûr que c'est lié. C'est-à-dire que faire une économie circulaire, ça suppose avoir les compétences, les équipements, etc., qui soient géographiquement connectés. Après, bon, je pense que c'est difficile d'avoir une vision générique qui englobe tous les domaines, mais je pense qu'il y a certains domaines où la mise en place d'une certaine circularité peut générer une dégradation finalement du service, du produit, de la sécurité, peut-être augmenter localement le risque. Et c'est pour ça qu'il y a une acceptation. Est-ce qu'à un moment donné, on estime que voilà, pour la santé, même si la pollution est importante, on accepte de polluer, mais parce que c'est notre santé et que c'est notre santé qui doit primer avant de faire ce qui est nécessaire au niveau environnement. Je caricature de manière. Ou alors, est-ce que j'estime que l'impact sur l'environnement est trop grave et que j'accepte finalement de déroger un petit peu à la sécurité de la santé que je connais aujourd'hui. Voilà, tout en ayant sans doute quand même une volonté de ne pas trop déroger non plus. Voilà. Alors, il y a une question depuis City. On va voir si j'arrive à... Tu peux l'afficher? Oui. Oui. Merci, professeur Abaye. Nous avons une question pour vous. Allez-y, allez-y. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Donc, c'est Yvette Kiki de l'Institut national supérieur de technologie industrielle du Bénin. Merci pour la communication. Et je voudrais poser une question sur l'évaluation de la durabilité. Je suis dans le domaine des BTP. J'ai un nouveau matériau innovant que je suis en train de mettre en place. Comment évaluer la durabilité? Est-ce que je vais me contenter des paramètres comme la durée de vie, la recyclabilité, ou bien il y a un modèle qui me permet de calculer un indice comme en gestion financière, on calcule par exemple le taux de rentabilité interne. Merci. Alors voilà une question précise et une réponse probablement longue. Non, aujourd'hui, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a des outils qui s'appellent les analyses du cycle de vie, hein, qui sont des outils, on va dire, qui s'améliorent de jour en jour, quasiment. Bon, ils sont quand même relativement insuffisants parce qu'ils ont beau s'appeler analyse de cycle de vie, ils ne prennent pas en réalité la totalité du cycle de vie, parce que souvent ils ne prennent pas en compte l'utilisation elle-même, en fait. Et finalement, des outils qui seraient capables d'évaluer correctement une durabilité, intégrant d'ailleurs tous les aspects qui vont au-delà de la durée de vie, au-delà de tout ça, qu'on peut à la limite peut-être plus facilement évaluer. Mais sur la totalité des impacts, moi, je ne connais pas d'outils existants dans ce domaine-là. Et sans doute qu'il y a un travail justement là-dessus à faire. Oui, exactement. Mais c'est un peu l'idée là, des ateliers sur l'invention de quelque sorte des critères de durabilité, des critères
d'évaluation de la durabilité, c'est que ça n'existe pas encore et que c'est difficile à faire. Effectivement, dans l'idéal, on aurait pour chaque type de matériau un modèle qui permettrait de faire ça, voire de façon automatisée. Mais pour beaucoup d'exemples, en fait, comme Jérôme vient de le dire, dans le cycle de vie, il y a une part d'utilisation humaine. L'utilisation, tout ce qui est humain, de façon générale, ça se modélise mal. Et pour plein de raisons, mais une raison majeure, c'est que les utilisations de tous les objets techniques, technologiques qui nous entourent tous au quotidien, en fait, ça ne se voit pas forcément au premier coup d'œil, mais une grande partie de ces utilisations sont très dépendantes des cultures. Or, déjà pour percevoir ça, il faudrait aller voir, justement aller sur le terrain, regarder comment tel objet ou tel système, tel procédé est utilisé dans les différentes cultures, et après en tirer des généralités, des ressemblances, des différences, etc. Ça serait bien qu'on puisse faire ça, mais en fait, il faudrait beaucoup d'ethnologues, beaucoup de sociologues, beaucoup d'anthropologues. Or, il y en a peu. Donc, finalement, les humains qui rentrent, qui sont des composantes importantes de l'analyse des cycles de vie, sont encore plus mal connus que le reste. Je pense que l'acier est mieux connu qu'une population humaine, bien dans un environnement culturel bien déterminé, quoi. Et ça n'aide pas à la modélisation. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important à prendre en compte, même si quand même, dans les analyses, l'évaluation de la durabilité, il y a aussi une part de physique, de chimie qui se modélise. Et la part de l'économie, c'est aussi une science avec beaucoup de modèles. C'est aussi une science bien quantifiée, avec des généralisations, avec des équations, etc. Mais alors, l'exemple de Jérôme, il est excellent pour vous faire prendre conscience, et nous faire prendre conscience que les intuitions qu'on pourrait avoir sur la recyclabilité ou sur la relocalisation, le fait, par exemple, de stériliser les scalpels, tout ça, à l'hôpital au lieu de les envoyer. Par exemple, il y a quand même des choses qu'utilisent les chirurgiens qui ne sont pas à usage unique. Donc là, typiquement, on va les stériliser, voilà. Et ceux qui sont jetables, même problématique. On pourrait avoir l'idée intuitive qu'il faut utiliser des choses à plusieurs usages et les stériliser sur place et pas utiliser de plastique parce que le plastique, ça pollue. Et en fait, dans beaucoup d'exemples comme ça, les modèles économiques disent exactement l'inverse que ces intuitions-là. Disent, ça coûte beaucoup moins cher d'avoir du jetable, d'avoir du plastique parce qu'ils n'ont pas forcément complètement intégré le coût pour l'environnement que ça représente, mais même quand ils l'intègrent, c'est pas parce qu'ils l'intègrent de plus en plus quand même, c'est pas sûr que le plastique, finalement, ça soit pas c'est pas sûr que ce soit une mauvaise idée. C'est sans doute une bonne idée. Et aussi, pour les raisons que Jérôme a dites, quand on a des procédés qui sont distribués, par exemple dans chaque hôpital, le risque augmente. Parce qu'on s'est centralisé, il y a des économies, il y a un contrôle beaucoup plus facile, etc. Et tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc l'économie, oui, ça se modélise, mais souvent, les résultats des modèles vont à l'encontre de nos intuitions, de nous qui sommes des agents économiques. Donc tout ça est monstrueusement complexe. Mais c'est intéressant aussi. C'est pour ça qu'on va vous demander de faire des analyses, des évaluations de durabilité après. D'autres questions? Une autre question? Oui, vas-y. Oui,
C'est de nouveau Abdelak. Déjà, je voudrais donc vous remercier pour cet exposé qu'à titre personnel, j'ai trouvé très, très intéressant. Il a tendance à nous montrer que la durabilité est quand même quelque chose de très complexe, puisque je pense qu'on avait tendance dans l'inconscient collectif de voir la durabilité uniquement comme étant la chose qui va résister au temps, mais on constate que c'est loin d'être aussi simple. Et justement, en parlant de complexité des situations, est-ce que si l'on a des études qui prennent en compte toutes ces situations complexes, est-ce qu'on ne va pas aboutir à des listes de matériaux, si je parle que de matériaux, à des listes de matériaux durables qui seraient, pour finir, très limitées? Est-ce que c'est cette tendance qu'on peut observer? C'est difficile à dire parce que justement, je pense que le travail n'est pas réellement fait ou qu'on n'a pas en tout cas les outils pour le faire. Donc c'est assez difficile de se rendre compte de ça. Si on prend les matériaux les plus utilisés, on va dire. Alors je suis désolé, je vais reprendre l'exemple de l'acier parce que je le connais bien. L'acier, en termes de décarbonation, alors je vais pas, enfin, ça va être présenté demain matin en long, en large, en travers. Donc vous allez voir un petit peu tout ce qui se fait au niveau industriel ou en tout cas pour certaines parties les projets à court terme. L'acier, en fait, il sera complètement décarboné, au moins en Europe, d'ici 10 ans, je pense, à peu près. Bon, alors on pourrait se dire ça va passer vite, mais c'est déjà pas mal. Ça, c'est une chose. On sait le recycler. Ça, c'est une autre chose. Et les filières qui sont mises en place actuellement, il y en a déjà en Allemagne, il y en a déjà en Suède, elles ne font que du recyclage, finalement, ces unités-là. Donc, on sait faire. Mais, encore une fois, la demande, aujourd'hui, est supérieure à la capacité, en fait, à ce qu'on récupère à recycler. Je ne parle même pas de la capacité des usines, je parle de ce qu'on est capable de récupérer et de passer en recyclage, en fait. Donc, on en consomme plus que ce qu'on détruit, en fait, que ce qu'on n'utilise plus. C'est-à-dire qu'en fait, la quantité d'acier présent en utilisation ne cesse d'augmenter. C'est là qu'on a un sérieux problème. Donc, l'acier en lui-même va devenir, je ne sais pas si on peut dire vert, je ne sais pas si c'est un gros mot, mais en tout cas, plutôt correct sur le plan impact environnemental, à ceci près qu'on en consomme trop. Tu veux dire que même si on le recycle, en fait, on a toujours besoin de plus. Ouais. Même si c'était recyclable à 100%, oui. c'était… Je prends l'exemple des barrières autoroutières. Là, là, il y en a quand même, je ne sais pas combien ça fait de tonnes, ne serait-ce que sur le réseau d'autoroutes français, mais c'est énorme. On ne les change pas tous les 5 ans. Je pense que certaines sont là depuis que les autoroutes existent. On les change le jour où il y a un accident et où on a structurellement, elles n'ont plus leur intérêt. Mais sinon, la durée dans le temps de ces choses-là, c'est quasi permanent en fait. Donc ça, on ne récupérera jamais ou on en récupère très peu finalement. Donc, il faut bien sûr aussi réfléchir à des changements de société, d'économie. Donc, je pense que voilà, il n'y aura pas de solution purement technique. Je pense que la technique doit évoluer, sans doute que les matériaux doivent évoluer, la façon de produire un matériau doit évoluer, beaucoup de choses doivent évoluer, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire, il y a d'autres leviers à activer. Merci. Merci. Vous avez parlé, en gros, dans votre de la problématique des risques sanitaires. Le fait de recycler les produits, on a un risque augmenté en faisant localement. Est-ce que c'est toujours intéressant de faire une industrie circulaire ou est-ce que dans certains cas, le fait de centraliser, on gagne aussi en échelle? On n'a pas un risque de générer plus d'énergie ou de générer plus
d'avoir besoin de plus d'énergie, de générer plus de CO2, à faire localement d'utiliser des matériaux jetables et des emballages. En fait, ce qui est, comment dire, très compliqué, c'est que toutes ces questions-là sont vraiment très dépendantes des exemples. Donc, ce qui va être vrai dans un cas ne va pas l'être dans l'autre. Je pense que pour les matériaux de santé, les modèles économiques, donc personne n'est économiste ici, on peut, bon, mais je crois que les modèles économiques montrent que les solutions centralisées sont plus efficaces à la fois économiquement et énergétiquement, et sans doute sanitairement aussi. Mais ce qui est vrai dans ce cas-là, qui est très particulier, parce que le risque sanitaire, comme l'a dit Jérôme, le risque sanitaire, c'est, comment dire, ce qu'on priorise systématiquement. Ça, c'est la priorité toujours la plus haute. Et je pense que ça serait extrêmement choquant pour beaucoup de gens de mettre, de prioriser, par exemple, le risque pour les forêts avant le risque pour les humains. Ça, je crois que, voilà, dans les compromis dont je parlais, il y a des hiérarchies qui sont quand même assez stables, mais, comment dire, encore une fois, selon les exemples, la conclusion peut être complètement différente. Et ce qui est vraiment difficile, c'est, encore une fois, il faut aller voir dans chaque cas, essayer de bien tout prendre en compte. Donc, parfois, il y a des gens qui parlent de sciences de la durabilité, sustainability science. Oui, c'est important de faire des efforts rationnels pour améliorer les choses, mais il ne faut pas envisager qu'il y ait des généralisations faciles. Non, c'est des choses qui sont, encore une fois, très dépendantes des contextes, etc. Et donc, il faut faire un énorme travail, en fait, assez singulier dans chaque cas. Ouais. Alors, je peux donner un exemple où la délocalisation a été choisie, elle fonctionne, ça a été démontré. C'est sur tout ce qui est dépannage des outils de communication militaires. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y a un leader mondial qui a priori, chapeaute quasiment la totalité des pays, on a en fait des équipements qui sont certains récents, d'autres anciens, donc avec des pièces détachées en fait à n'en plus finir en termes de nombre, enfin des catalogues de pièces détachées énormes, et la nécessité d'aller dépanner parfois sur des théâtres d'opération un peu partout dans le monde. Donc là, en fait, il y avait quelques usines de production selon les types de pièces, mais en tout cas, un type de pièce était produit qu'à un endroit au monde. Et en fait, le choix qui a été fait, ça a été de dire on change le mode de production d'abord, donc on passe sur des modes de production par fabrication additive plutôt que de conserver des modes traditionnels, et on va y mettre des machines sur tous les continents, et en fait le seul truc qu'on a à faire en centrale, c'est d'envoyer un plan CAO par mail, enfin, par mail, façon de parler. Donc là, typiquement, ils avaient calculé les gains économiques d'abord. Mais après, ils ont également regardé les gains en termes de CO2 émis par rapport aux fabrications de pièces. Et rien que sur le transport, de toute façon, ils avaient déjà tout gagné. Mais en plus de ça, ils n'avaient pas à gérer des gros hangars de stockage qu'ils avaient quand ils étaient en fabrication traditionnelle. Là, ils fabriquent à la demande. En fait. Donc, il y a des économies à toutes les échelles, et y compris en termes d'équivalent CO2. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, il y en a assez. Question de l'Université d'agriculture de Oui. Kétou. Oui. Les participants de Kétou, veuillez prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonsoir. Vous nous entendez? Oui, parfaitement. Et moi, c'est Bellarmin Fondoran de l'École de foresterie tropicale, l'Université nationale d'agriculture. Alors, je remercie les conférenciers pour leur présentation. Alors, ma question est relative aux tasses carbone. Alors, vu des pays du Sud, les tasses carbone, le marché carbone en général, parfois est perçu comme
une demande des pays du Nord ou une volonté d'acheter le droit des pays du Sud d'exprimer les mêmes types de développement. Alors, quelle est votre perception par rapport à cela? Et vous-même, vous avez dit que même en Europe, les marchés carbone ont des difficultés. Les taxes carbone ont des difficultés à être opérationnalisées. Alors, mais d'après vous, quel est le futur de ces taxes et quel est le futur du marché carbone selon votre perception? Alors déjà, la taxe carbone, c'est quelque chose d'assez différent du marché du carbone. Parce qu'une taxe carbone, typiquement, c'est instauré par un État sur sa population, voire sur ses importations, ou comme on le voit, une taxe ici européenne, de l'Union européenne sur ses importations. Ça reste quand même de l'ordre du pouvoir régalien, du pouvoir, pouvoir national, fédéral, selon les États. Donc, c'est un levier d'action très spécifique, très particulier, qui ne règle absolument pas tout, mais et surtout qui ne vaut que dans certains contextes. Et le marché du carbone, c'est quelque chose d'assez différent, qui est quelque chose d'international, qui, une sorte d'invention des économistes pour justement toucher, faire réfléchir, faire agir les entreprises multinationales qui échappent en fait aux lois nationales ou aux lois de l'Union européenne pour ce qui concerne la France. Et donc, c'est des mécanismes complètement différents. D'un côté, c'est un impôt, en fait, donc c'est décidé par un État et ça concerne tous les habitants de l'État ou les importations. De l'autre côté, c'est un mécanisme de marché. Plus ou moins, comme on appelle ça, les marchés non contraints, libres, sans contrainte extérieure. Donc, c'est des mécanismes complètement différents et, comme on l'a vu encore une fois en France, ça ne marche pas à tous les coups, l'impôt. Et on pourrait se dire, oui, à partir du moment où c'est les États qui imposent un impôt, ça va marcher, alors que les mécanismes de marché, c'est aléatoire, ça se discute. Je ne peux pas vous garantir que les mécanismes de marché, du marché vont faire monter les prix du carbone. En revanche, c'est clair que les mécanismes étatiques sont parfois efficaces et parfois pas. Et encore une fois, on est dans le domaine de l'humain, et l'économique, c'est aussi l'humain, c'est aussi des gens qui prennent des décisions, et c'est extrêmement compliqué. Et du coup, c'est, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas faire de prédictions très robustes, très fiables. Tout à l'heure, c'est pour ça que je cherchais frénétiquement un stylo pour noter, Jérôme a dit, en Europe, la production d'acier sera décarbonée dans 10 ans. C'est une prédiction. Allez, c'est pas une équation, mais c'est une prédiction. Donc, et en fait, pour tout ce qui concerne l'économie et ce qui concerne les humains en général, on a ce genre de prédictions et qui font partie aussi de l'évaluation de la durabilité. Parce que quand on dit, dans 10 ans, la production européenne d'acier sera décarbonée, on peut se dire, OK, je me mets dans 15 ans, et là, c'est bon, on n'aura plus besoin de marché du carbone, typiquement, pour les aciéries en France, enfin en Europe. En Europe. Là, je voudrais parler 2 minutes sur cet exemple pour indiquer cet aspect dynamique, cet aspect de prédiction, cet aspect de promesse qui fait partie aussi de la discussion. Or, ce genre de prédiction, ce genre de promesses, elles sont tenues
ou pas. Là aussi, il y a une incertitude. Et dans tout ce qui est, encore une fois, de ces discussions sur la durabilité, sur la décarbonation, les promesses et les prédictions pas forcément très robustes jouent un rôle énorme. Et il faut aussi en tenir compte pour faire des évaluations de durabilité. Souvent, on en tient compte en disant « Ok, ils disent ça, mais c'est pas sûr, donc on va mettre une probabilité pas trop élevée pour tenir compte de l'incertitude. » Et ça fait partie du jeu de l'analyse ou de l'évaluation de durabilité. Donc, non seulement il y a des matériaux, il y a des infrastructures, il y a des écosystèmes, des choses qui existent là dans le présent et qu'on a déjà du mal à étudier scientifiquement, mais comme on est dans l'économie et dans les interactions humaines et avec une dimension politique, il y a des promesses, il y a des phrases qui portent sur le futur. Et là, c'est encore plus incertain que les phrases qui portent sur le présent. Ça ne facilite pas les choses. Je suis désolée, je n'ai pas complètement répondu à la question, mais je voulais insister sur cet aspect-là. Alors, il y avait une deuxième question, Sidoine? Pour l'instant, il y a plus de questions. Pour l'instant. OK. Je reviens juste sur la question d'avant parce qu'il me semble à moi que si la taxe carbone a échoué en France, mais le marché du carbone a échoué encore plus dans le sens que ça a été vu comme un droit de polluer à acheter en fait, d'après ce que j'ai compris moi. Non? Au niveau mondial, voilà. Disons, on a donné des droits à tout le monde et puis, bon, les gens qui ne polluaient pas, on leur a acheté des droits pour polluer. Donc, je pense que c'est une discussion à prolonger parce que tous les mécanismes n'ont pas été activés. Enfin, je suis désolée, là, je parle, pas du tout mon domaine de compétence, mais je pense que il y a beaucoup d'économistes qui y croient encore. Mais voilà, encore une fois, c'est des projections, des prédictions, des problèmes. Et beaucoup de ceux qui ne sont pas économistes qui n'y croient pas. Alors, parce que je pense que enfin, moi-même, typiquement, je suis d'accord avec toi. Je prends ça comme l'achat d'un droit à polluer. M'horripile, personnellement. Mais je pense que les économistes ont d'autres leviers, d'autres sorts. En fait, nous, on ne perçoit pas forcément bien. Et je pense que ceux qui y croient, c'est qu'ils croient aussi quand même à ce que ça apporte une amélioration globale. Oui, et là, merci Abaï pour cette question qui me permet de dire que une des grosses difficultés, alors au sein du monde académique, quand on réfléchit à ces questions de transition, durabilité, recyclabilité, etc. Donc, comme c'est apparu très vite dans la discussion, il y a une dimension économique. Et donc, il y a de la connaissance économique qui est mobilisée, des modèles économiques, des représentations économiques. Quand on n'est pas économiste, enfin c'est le cas de tout le monde ici, on a tendance à dire « ouais, l'économie, c'est pas une science, la physique, c'est mieux, etc. » C'est, comment dire, un sentiment que beaucoup de gens ont. Et oui, c'est confortable aussi de penser ça, parce que ça évite d'aller regarder concrètement ce que c'est que l'économie, s'ils ont raison, qui a raison, qui a tort, etc. Mais malheureusement, dans les questions de transition, dans les questions globales, il faut tenir compte de l'ensemble de la connaissance disponible. Et donc, moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est mieux de s'empêcher à l'avance de porter un jugement sur la discipline d'à côté. C'est ce qu'on a tendance à faire dans le monde académique, tout le monde fait ça. Moi, je suis philosophe des sciences de formation. Les historiens des sciences, je les critique vertement. Ça m'énerve ce qu'ils font, j'aime pas ce qu'ils font, etc. Mais pour la transition, je déconseille une telle attitude. On n'en est pas là. Il faut avancer. C'est un peu urgent. Et donc, c'est exactement, encore une fois, l'exposé de Sophie Sopa ce matin donnait exactement le ton, à mon avis, la bonne attitude académique, à savoir, on a des corpus de connaissances qui sont disponibles, qui ont été, à savoir les rapports du GIEC,
qui ont été constitués avec énormément de travail, de patience, de rigueur, avec des processus de production, des synthèses. Tout est transparent. C'est un peu des modèles de production de connaissances. Alors, ce n'est pas de la production de connaissances nouvelles, c'est de la production de synthèse de des connaissances existantes. On ne fait pas mieux. Personne ne peut faire mieux. Alors, on peut dire, oui, le GIEC, ils exagèrent sur là. Allons d'abord regarder. Et encore une fois, souvenons-nous qu'en matière d'exposé de connaissances scientifiques, on ne fait pas mieux. Tout simplement parce qu'ils sont très, très nombreux. Les auteurs du GIEC, ils discutent tout le temps et on n'a pas inventé de processus meilleur pour produire des connaissances. Donc, peut-être que les économistes, rédacteurs, auteurs du GIEC se trompent. À mon avis, il faudra du temps et beaucoup de travail pour le montrer. Donc, je pense qu'une attitude, au moins de prudence, consiste à se dire, OK, on a ce corpus de connaissances qui est disponible, c'est déjà génial que ça existe. On le regarde avant de critiquer. Bon, c'est mon point de vue de philosophe des sciences, donc comme l'a rappelé Abaï, qui a l'habitude de regarder un peu les mécanismes de production de connaissances, etc. Pour moi, le GIEC, c'est un truc vraiment, vraiment exceptionnel. Et souvent, dans le monde académique, on est très admiratif du premier groupe de travail, donc la physique et la chimie du climat. On oublie les deux autres, mais les deux autres, c'est aussi remarquable. Donc, impact, adaptation et atténuation, mesure d'atténuation pour le troisième, c'est aussi du travail scientifique. C'est pas parce que c'est pas de la physique, c'est moins de la physique et moins de la chimie que le premier groupe de travail, que c'est pas de la science. C'est aussi de la science, mais de disciplines différentes. D'où mon plaidoyer pour limiter le réflexe, ouais, c'est pas de la bonne science. Encore une fois, on a tous ce réflexe, hein, ça. Mais voilà, je pense que c'est bien de regarder. Puis de toute façon, on n'a pas trop le temps on n'a pas le temps de produire soi-même ces connaissances. Elles sont là, donc pas mal de profiter. Voilà un sage conseil. Et puis, je pense qu'on est d'accord que le GIEC, c'est vraiment un exemple de comment il faut analyser, distiller, synthétiser des connaissances pour arriver à quelque chose de raisonnable, un vrai message. Voilà. Et pluridisciplinaire. Ouais, exactement. D'autres questions? Allez-y. Il n'y a plus de questions du côté de City. OK, on prend une question dans la salle et puis après on revient vers vous. Peut-être une petite remarque. Tout à l'heure, vous parliez d'une entreprise, je ne sais pas laquelle, qui disait qui avait amélioré ses process en envoyant un peu partout des choses. Mais je crois que ça, c'est un petit peu de la logistique. Et que pour plein d'entreprises, il y a ce qu'on appelle des stations-service. Qui mettent en externe, en western, au nord, au sud, etc. Des choses qui vont bien, mais qui arrivent en quantité, de façon à éviter à chaque fois qu'il y a un truc, envoyer. Donc sur place, on envoie un paquet de matériel qui sont ciblés, et après, ça va aller à 300, 500 km. Mais on n'en voit pas. Oui, alors en fait, la spécificité, c'est que bon, d'abord, c'est de l'application militaire, c'est souvent pour aller dépanner sur des terrains d'opération, ce qui est un peu spécifique aussi, et c'est surtout des équipements qui en fait ont tout un tas de générations différentes avec des pièces différentes. Et donc, en fait, une pièce, par exemple, peut être demandée une fois ou deux fois par an. Quand ils faisaient de la fabrication traditionnelle, ils ne pouvaient pas se permettre de fabriquer une ou deux pièces, ils en fabriquaient un certain nombre. Ils les obligeaient en fait à les stocker quelque part dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de volume, c'est très faible, de manière unitaire. Par contre, le nombre de pièces est énorme. Et donc, dans ce contexte-là, c'est très rentable pour eux de délocaliser la fabrication par des impressions 3D.
Il y a d'autres études qui ont montré sur d'autres types de pièces dans d'autres industries, etc. Ce n'était pas du tout comptable. Parce que là, ils sont plutôt sur des gros volumes avec des nombres de pièces limités. Voilà, donc, c'était aussi pour montrer, en fait, un contre-exemple de l'exemple d'Anouk, pour montrer, en fait, qu'il n'y a pas de règle générale. Le contexte. Chaque cas doit être regardé. On ne peut pas donner des... S'il n'y a pas